Ce podcast vous est présenté par 3S Bordeaux. Bonjour à tous et à toutes. Dans cette deuxième partie sur les conférences cinéma et audiovisuel du Forum Entreprise 3IS, nous avons eu le plaisir d'accueillir Pauline Gilles, coordinatrice chez EcoProd, pour nous parler d'éco-responsabilité sur les tournages. Cette conférence est animée par Benjamin Bardel. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Merci d'être revenu. Le sujet, je pense, ne fait que commencer. Et mon petit doigt me dit que dans quelques années, ce genre de conférences, de rencontres, ce sera au cœur même de tous les tournages. Vous l'avez compris, derrière nous, il y a des petites feuilles vertes, un logo très green, très écolo. Et cette jeune fille s'appelle Pauline Gilles, elle vient de Paris, elle est coordinatrice chez EcoProd. On va vous montrer tout à l'heure des images passionnantes d'un tournage hyper intéressant que Pauline va nous raconter. Tournage qui a essayé d'être au maximum le plus responsable. Merci Pauline d'être avec nous, d'avoir fait le voyage en TGV. En TGV, bien évidemment. Et pas en voiture. L'éco-responsabilité sur les tournages. Alors vous allez les comprendre, même si cette notion paraît évidente dans plein de choses de notre vie, elle est encore un peu compliquée dans l'audiovisuel, le cinéma et les productions. Mais c'est vrai qu'on l'évoquera aussi avec l'ALCA, avec le BAT Gironde et aussi TSF, que c'est une notion qui quand même arrive doucement. Et puis, on est là dans une école de la région, et le fait de travailler en région évite peut-être d'aller faire travailler des gens de très loin, donc d'éviter parfois d'amener des grosses productions dans des gros camions. Pauline, EcoProd, chargée donc d'éco-tournage sur les séries. EcoProd, c'est quoi ? C'est un collectif qui a 10 ans maintenant. Ça a été créé, c'est à l'initiative de la chargée RSE. La RSE, c'est la responsabilité sociétale et environnementale d'une entreprise. C'est Catherine Puzieux, la chargée RSE de chez TF1, qui était à l'initiative de ce collectif-là. Et puis petit à petit, il y a eu de plus en plus d'institutions qui ont intégré le collectif. Donc maintenant, il y en a 9. Il y a les chaînes, les diffuseurs. Donc on a France Télévisions, Canal+, TF1. Et après, on a toutes les grosses institutions du cinéma et de l'audiovisuel qui sont le CNC, la CST, Audience, Film France, la région Île-de-France qui a un bureau des tournages rien que pour elle, comme il y a beaucoup de tournages en Île-de-France, le pôle Média Grand Paris. Et je crois que j'ai dit tout le monde. On va dire des partenaires très très importants, parce que voilà. derrière, ce sont beaucoup de tournages, beaucoup de gens. Comment c'est né ? Comment ça a démarré EcoProd ? Donc c'est l'initiative de cette dame en fait qui a trouvé que même en interne chez elle, chez TF1, il y avait des problèmes. Et donc ils se sont dit on va essayer de créer des outils, créer des fiches pratiques, des guides pour mettre des actions, pour créer des actions concrètes à mettre en place. Donc tout ça, à chaque fois, ils l'ont fait avec des associations de techniciens, parce qu'ils trouvaient ça très important quand même que toutes les démarches, actions soient validées par la profession, parce qu'il faut qu'on fasse des choses qui sont applicables et qui correspondent à une vérité de production et de tournage. Tout ce qu'on fait, EcoProd, et tout ce qu'on met à disposition des techniciens des productions, c'est gratuit. Et pour nous, c'est très important que ça le soit et ça le reste. Donc des guides, des fiches pratiques, un calculateur carbone aussi, Carbon Clap, qui permet de calculer du coup son empreinte carbone sur un tournage. C'est un outil hyper pratique et qui, pareil, est gratuit. Donc même vous, si vous avez envie d'essayer de faire un Carbon Clap, vous pouvez le faire. Carbon Clap. Un Carbon Très Clap, bien. ouais. Par métier, par domaine, on vous donne du coup combien de taux de carbone vous avez pu dépenser. Et le but, c'est de petit à petit essayer de s'améliorer. Et après, on a créé une charte aussi. Donc ça, c'est pour les sociétés, les entreprises. Vous ne pouvez pas la signer à titre personnel. Mais du coup, cette charte, elle permet à une société de s'engager dans une démarche environnementale. Alors, elle n'est pas du tout contraignante, cette charte. Nous, on n'a pas du tout les moyens de pouvoir vérifier qu'elle soit appliquée. Il y en a plus de 300 signataires répartis partout en France. Et il faut savoir que EcoProd est un collectif, donc c'est même pas une association. Et moi, je suis la seule salariée pour le moment. Avant, j'étais en service civique l'année dernière, et à la suite de mon service civique, je leur ai dit, je pense que c'est le moment pour vous d'engager quelqu'un. Et ils m'ont pris moi.
Et donc, et donc, du coup, à la suite de mon service civique, j'ai été engagée. Et maintenant, je suis la coordinatrice. Donc, c'est encore petit. Enfin, c'est très gros de par tout ce qu'on a créé, tout ce qu'on met à disposition des techniciens, etc., etc. Les gens pensent qu'on est énorme, Ecoprod, qu'on a un gros immeuble et tout ça, alors que pas du tout. Non, mais c'est vrai que ça en jette. Bah, c'est la classe, non ? C'est la classe. Non, mais c'est intéressant parce que vous êtes jeune et là, on s'adresse à la nouvelle génération du monde de l'audiovisuel de demain. Et je pense qu'on est pile au cœur même de la problématique. C'est-à-dire que demain, les tournages ne seront plus jamais comme avant. De toute façon, on est d'accord, Pauline, que tout ça va devenir obligatoire. Oui, ça va être obligatoire. Ouais, vraiment, moi, là, en ce moment, on est en train de travailler avec le CNC, la mairie de Paris aussi, notamment. Je ne sais pas si vous savez, mais le CNC, il a un nouveau président cette année qui s'appelle Dominique Boutonnat. Et comme je vous parlais de RSE tout à l'heure, l'ancienne présidente du CNC, Frédérique Bourdin, elle avait engagé déjà beaucoup de démarches RSE au sein du CNC. Il y avait la diversité, la parité. Donc ça, c'est des initiatives plus de l'ordre du social, on va dire. Et il manquait le volet environnemental. Et du coup, le dernier volet RSE dont peut s'emparer le nouveau président du CNC, c'est celui-là. Donc là, on sait que cette année, il va y avoir une révision générale des aides au CNC. Ça a été annoncé publiquement, d'ailleurs. Et que dans ces révisions générales des aides, ils vont y intégrer des critères écologiques. Ouais. Bon, alors, concrètement, donc voilà, les révisions générales des aides du CNC vont donc être faites. Donc il y aura une vraie conséquence. Ça veut dire que si une prod s'engage, elle pourra toucher ces aides, mais on va bien vérifier qu'en amont, tout a été bien pensé. Tout à fait. On va essayer d'éviter le greenwashing au maximum, parce que ça va très vite, le greenwashing, ça se fait très vite. Même nous, il y a des adhérents de la charte. Là, en ce moment, comme je viens d'arriver, là, cette année, je peux vraiment faire un travail en profondeur dans le collectif. Et typiquement, il y a des gens qui ont signé la charte il y a 4-5 ans, des très très grosses boîtes dont je ne citerai pas le nom, mais de toute façon, vous pouvez aller les voir, elles sont sur notre site. Des noms. Non, mais des très grosses boîtes qui font de la pub, du film institutionnel, des trucs de luxe et des choses comme ça, qui ont signé la charte et on sait très bien qu'ils l'ont signé voilà, pour faire bien. Pour pouvoir après communiquer sur le fait qu'ils ont signé la charte, mais ils font des publicités où ils font décoller des hélicoptères. Alors c'est intéressant, voilà, quoi. C'est intéressant parce que vous me disiez la pub, c'est ce qu'il y a de pire. Bah, un peu quand même. La pub, c'est déjà, il y a plus d'argent dans la pub. Enfin, c'est plus facile d'avoir de l'argent, j'ai l'impression, dans la pub que dans la fiction. Et puis surtout, il y a le client dans la pub. Et le client est roi. Et on le sait que le client est roi. Et moi, je sais que j'ai plein de techniciens qui m'ont dit, nous, on blinde à fond les camions. Parce que comme ils y connaissent rien, les clients, ils ont l'impression que plus le camion va être blindé, plus le film va être cool, en fait. Alors que... non, pas du tout. Donc, ils blindent les camions exprès. Ils font grossir les devis. Le client, il a envie de travailler avec tel réal ou tel chef-op, sauf que ce réal, il est américain, mais la pub, on l'a fait à Paris, donc on fait venir un réal des États-Unis. Pareil, avec tout ce qui est les mannequins, etc. C'est de l'avion, c'est plein de trucs. Moi, j'ai discuté avec des dires de prod qui me disaient que les clients, ils vont dire, nous, on veut tourner à Bangkok, mais parce qu'ils avaient prévu de partir en vacances à Bangkok. Donc, en fait, ils font passer ça en frais. Enfin, c'est des trucs... En fait, c'est des privilèges, voilà. Et avec Ecoprod, on a envie un peu d'aussi bouger les codes et les lignes des privilèges qui sont là depuis des dizaines et des dizaines d'années dans le cinéma. Et je crois qu'on n'a plus trop le droit d'être autant privilégié qu'on l'était avant, parce que déjà, on est beaucoup plus médiatisé qu'avant. Avant, ça se savait peut-être un peu moins, qu'il y avait des gens qui faisaient ceci, qui faisaient cela. Et là, on le voit dans le monde du cinéma, il y a plein de trucs qui ressortent sur le harcèlement, les femmes, les tournages qui polluent. Et on se doit, je pense, d'être un exemple, de par le fait qu'on est médiatisé. On doit être un exemple d'industrie, je pense, qui essaye d'être plus éthique, plus respectueuse. Et il parlait tout à l'heure, vos collègues, des conditions de travail, toutes ces choses-là. Avec l'Ecoprod, c'est ça aussi qu'on aimerait faire, c'est vraiment remettre l'humain au centre du travail, accorder plus de temps à la prépa, réduire le stress au boulot. Comme il disait, on fait des métiers de passion et parfois il y a des gens qui en profitent de ça. Ouais. Et on travaille d'arrache-pied comme des dingues et
c'est pas normal. C'est pas parce qu'on est passionné qu'il faut mettre tout ça de côté. C'est Et se hyper crever important. la santé. C'est ça. Mais alors, c'est intéressant parce que ce que vous dites, ce sont des notions en effet morales, humanistes. Ça veut dire qu'on est en train... Évidemment, il faut continuer à travailler, à produire, à gagner sa vie, à faire de l'argent. Mais il y a maintenant une certaine notion de morale derrière tout ça. Ça veut dire qu'il faut que ça rentre dans les mentalités. Ça rentre dans les mentalités, au-delà de tous ceux qui signent cette charte, entre les honnêtes et les moins honnêtes. Oui, c'est plus facile pour certaines personnes que d'autres. Les jeunes générations, c'est beaucoup plus simple. D'accord. Pour donner une petite anecdote, moi sur le tournage de la série L'Effondrement, on était une équipe très très jeune, donc pour moi ça a été hyper facile de mettre les coproductions en place, mais on avait quand même 2-3 chefs de poste qui avaient, on va dire, plus de 40 ans. Et au début, ils ne comprenaient pas trop pourquoi on faisait ça. On était une régie végétarienne. Il y avait eu du trafic de saucissons et tout. Je vous jure, il y avait eu du trafic de saucissons qui se faisait en secrète comme ça. Mais au début, du coup, ils ne comprenaient pas trop. Et puis, mais au fur et à mesure du tournage, ça a été les premiers à venir me voir et à me dire « Tu sais, Pauline, maintenant, chez moi, je fais ça, je fais attention. » Et en fait, c'est ça qui est bien, c'est que le travail, pour moi, c'est un peu la continuation de l'école, en fait. On n'arrête pas d'apprendre et d'évoluer, etc., etc. Et ces gens-là, ils ont appris dans leur travail, ils ont évolué, ils ont répercuté ça dans leur vie de tous les jours. Et pour moi, ça veut dire que j'ai bien fait mon boulot et que c'est gagné, quoi. Si ce qu'ils ont appris au travail, ils le répercutent après chez eux, pour moi... c'est bon, j'ai fait mon boulot, quoi. Mais alors c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il suffit d'un tournage avec des exemples bien concrets où on va dire les plus réticents l'ont vécu et se rendent compte à la fin que le travail est aussi bien et que le résultat est aussi bien. C'est ça. Mais c'est tellement un sujet en fait qui est propre à nous, qui est très individuel, et je pense que le déclic il se fait vraiment que nous tout seuls. Faut jamais forcer les gens parce que si on les force, ils n'auront pas envie de le faire. Et il faut que ça vienne tout seul. Il faut encourager les bonnes façons de le faire. Il faut toujours rester un maximum positif, je pense. Et c'est comme toutes les transitions, elles sont longues à faire. C'est comme quand vous avez envie d'être plus éco-responsable dans votre vie de tous les jours. Du jour au lendemain, vous ne pouvez pas et devenir végétarien, et changer de fournisseur d'électricité, et arrêter d'acheter vos fringues chez Zara. Enfin, tout ça, ça se fait petit à petit. On ne peut pas tout faire du jour au lendemain. Il faut laisser le temps de faire ça, mais parce que ça relève de choses qui sont de l'ordre, moi je pense, des émotions. C'est une sensibilité quoi, qu'il faut se créer petit à petit. Et donc il faut encourager même les plus petits gestes, parce que c'est en commençant par ça que petit à petit, après, on va avoir envie d'aller beaucoup plus loin. On ne fait pas un régime et on n'arrête pas de fumer en même temps. Voilà. D'un moment... Voilà, exactement. On est des humains, on n'est pas des robots, on est rempli de contradictions, on peut pas non plus, on n'est pas des dieux. J'aimerais bien que Nathalie Goutas nous parle de TSF, parce que déjà vous êtes voisine, on va vous donner le micro. Merci de participer ici, parce que c'est important. Un petit mot sur TSF juste à côté, bon, tout le monde connaît, mais... c'est un prestataire technique pour tous les métiers de l'audiovisuel, cinéma. Donc on fournit le matériel technique, les véhicules et tout ce qui va avec. Bon, on est un peu au cœur du sujet. Prestataire technique, on parle de véhicules, mais on parle aussi de proximité, parce que l'avantage d'être en région, ça évite parfois d'aller chercher très loin. Alors oui, en tout cas, nous, c'est ce qu'on a essayé. Alors pas seulement pour EcoProd, c'est vrai que TSF est signataire, mais on est en région aussi, justement, pour pouvoir proposer sur place tous les besoins des productions et éviter que des camions entiers arrivent de Paris avec du matériel. Mais c'est assez dur à mettre en place parce qu'on se rend compte que même en essayant de vraiment avoir tout ce qu'il faut ici, entre guillemets, on est quand même une antenne régionale et on ne peut pas avoir les choses, tous les équipements, les véhicules démultipliés par je ne sais combien. Mais on essaye d'avoir un maximum de choses pour que les productions n'aient pas à faire venir de Paris. Et malgré tout, pour des raisons X de bijoux qui sont à Paris, voilà, il n'y a pas de souci à prendre un camion et à venir jusqu'ici. Mais ça, c'est vrai que c'est assez dommage. Après, au niveau de ce qu'on propose comme matériel, au niveau du matériel technique, voilà, on essaye d'avoir de plus en plus d'alternatives au groupe électrogène. D'ailleurs, ça, c'est des choses qu'on voit de plus en plus bien ancrées dans les productions. Alors, pour une question
peut-être d'écologie et d'économie aussi. On essaye, on a de quoi proposer tout ce qu'il faut pour faire des branchements forains et donc éviter l'utilisation d'un groupe électrogène, déjà de le déplacer. Alors c'est pour ça qu'on en a un quand même ici, pour éviter à chaque fois qu'une prod en a besoin de le faire venir. Ça fait des allers-retours un peu stupides. Et puis donc des coffrets EDF pour des branchements et qui évitent tout ce que peut générer un groupe électrogène stationné en ville ou à la campagne. Après, c'est au niveau de tout ce qui est ciné-boutique. C'est vrai que là, ça vient aussi d'une démarche beaucoup des régisseurs et de la production. De la production d'abord parce qu'il faut qu'ils y mettent un petit peu les moyens. Donc c'est vrai que ce n'est pas toujours ce qui est une priorité, mais ça le devient. Les régisseurs, jeunes générations, etc., ont aussi... ils sont très en demande. Et c'est vrai que nous, on a essayé de s'adapter à ces nouvelles demandes des gobelets, de tout ce qui était jetable, d'avoir dans un premier temps des gobelets en carton, des touillettes en bois. Après, on passe aux gourdes. Enfin, d'essayer de répondre à la demande et de s'adapter à ce sujet important. Après, il y a des choses qui sont... on va nous dire, oui, le gaffeur est toujours le gaffeur. Ben oui, pour l'instant, on n'a pas trouvé... Il y a une alternative au gaffeur, Pauline ? Moi, je connais pas des gens qui l'ont testé encore. Pour ceux qui veulent, il y a un groupe qui s'appelle EcoDéco, qui a été créé en gros par MAD et ADC, qui sont les deux grosses associations de décorateurs et d'accessoiristes. Ils ont créé un troisième groupe qui s'appelle EcoDéco. Et dessus, du coup, j'ai vu qu'il y avait en Angleterre un fournisseur qui avait créé un gaffeur écolo. Il faut que je les appelle pour voir s'ils peuvent pas nous en envoyer, qu'on les teste pour voir. Mais si vous avez envie, 3IS, de faire tester des gaffeurs écolos aux élèves, allez-y, je vous enverrai le lien. Au pire, je l'enverrai à Manon. Que cet après-midi, Pauline organise un atelier avec vous, un atelier EcoProd cet après-midi. Donc vous pourrez très concrètement justement voir tous ces détails. Justement, c'est intéressant, tout à l'heure à la première table ronde, on en a aussi beaucoup parlé, le cœur de votre métier, c'est les préparatifs des tournages. Vous qui êtes en contact en permanence justement avec ces équipes techniques de production, est-ce que vous sentez quand même qu'il y a une mentalité qui évolue un peu dans ce sens, EcoProd, au-delà de ce que vous pouvez proposer? On vous demande, bon, on va faire attention à ça. Ou c'est pas on le voit dans dans les demandes, dans les listes de consommables, des choses comme ça, où on voit certaines prods, effectivement, de la pub, des choses où il n'y a pas du tout il n'y a pas d'intérêt particulier à essayer de prendre un produit plutôt qu'un autre. Alors nous, on ne vend plus de gobelets en plastique, on ne vend plus de touillettes en plastique. Ça, c'est réglé. Ça, c'est réglé, on n'en a plus. On commence à arrêter petit à petit tout ce qui est carton aussi. Mais en termes de préparation, non, je vois pas... Il n'y a pas un axe de préparation. C'est vraiment une fois que le tournage, c'est la régie en fait qui décide et qui va dire la régie doit faire leur budget, tab régie que le directeur de prod va mettre sur son devis et ça passe par eux aussi si la production l'a pas fait en amont. Pauline, on va vous rendre le micro. Justement, c'est intéressant, là on parle de budget. Est-ce que parfois à tort les équipes de prod peuvent se dire écolo, c'est plus cher? Alors oui, pour le moment, ça coûte un peu plus cher de faire de l'écoproduction. D'accord. Mais c'est parce que c'est le début. Au fur et à mesure, ça coûtera de moins en moins cher. Et puis surtout, c'est des économies qu'on fait sur le long terme. Parce que le développement durable, c'est penser long terme. Donc par exemple, sur de la publicité, c'est clair que c'est pas du tout économique pour le moment parce que les tournages de pub, c'est des tournages de 1, 2, 3 jours. Par contre, sur des tournages de long, oui, il y a des réelles économies. Par exemple, au niveau de l'eau, des consommables, l'eau, le café, etc. D'être plus éco-responsable, ça fait économiser de l'argent. Moi, sur l'effondrement, on avait une machine à café à grains. Et si on compte à peu près que chaque technicien boit 5 cafés par jour, ça fait 5 capsules, si on a des trucs en capsule. Je crois que j'ai fait économiser 2 000 € pour 2 semaines de tournage au niveau du café. Pareil au niveau de l'eau. Donc, le producteur a l'impression, quand il loue la machine, que ça lui coûte plus cher. Parce que oui, la location de la machine à grains, sur le coup, elle coûte plus cher que la location de la machine expresso. Ouais. Mais sur le long terme, sur 2 semaines de tournage, là, il y a une réelle économie à faire. Et puis...
quand on fait l'éco-production, au final, c'est vraiment réfléchir en prépa. À partir du moment où on a tout bien fait à prépa, moi, quasiment, après, sur le tournage, j'ai quasiment plus rien à faire. Le chargé d'éco-production, il s'occupe de bien vérifier que tout le plan d'action qu'on a mis en place à prépa soit appliqué. Il s'occupe peut-être des déchets, etc., etc. Mais c'est énormément de prépa et les producteurs le savent très bien. Mieux on prépare un film, moins on a de problèmes sur le tournage. Et souvent, les problèmes qu'on rencontre sur les tournages, les solutions, ça va être des solutions les plus rapides, donc ça va être des solutions qui vont coûter cher. Et souvent, les solutions les plus rapides, c'est les plus néfastes pour l'environnement et pour le technicien. Il y a d'autres trucs aussi, typiquement, imaginons vous tournez à l'extérieur en été, il fait chaud, tout le monde a chaud, donc les supermarchés, tout le monde achète des bouteilles d'eau. Donc ça veut dire qu'il y a un régisseur pendant toute la journée qui doit faire des allers-retours au supermarché pour aller chercher des bouteilles d'eau. Donc il y a vraiment aussi le temps humain et du coup, comme le temps c'est toujours de l'argent au cinéma, il y a aussi ça, quoi. Le fait que devoir aller racheter des bouteilles d'eau, ça prend un technicien toute la journée en régie qui fait ça, alors qu'il pourrait, s'il avait les gourdes, il aurait juste qu'à remplir les bonbonnes et il serait là, quoi. Donc ça s'anticipe évidemment. Voilà, sans compter exactement. le nombre de bouteilles en plastique avec lesquelles on se retrouve à la fin. Là, oui. L'effondrement, c'est une série donc sur laquelle vous avez bossé. On va voir des images, vous allez voir des coulisses du tournage. Série sur Canal+. Parlez-moi de cette série. C'est quoi l'histoire? Comment ça a démarré? Est-ce que vous connaissez le budget et quel travail vous avez fait autour? Alors, en fait, moi, j'ai travaillé sur la série parce qu'avant de travailler chez EcoProd, du coup, je faisais un service civique. Et moi, à la base, je suis technicienne. J'ai fait un BTS audiovisuel en production. Puis après, j'ai fait la licence pro assistant réal en Corse. Et à la suite de ma licence, je suis montée à Paris. J'ai commencé à travailler dans le milieu. Et là, j'ai été dégoûtée. Je suis redescendue de mon petit nuage sur du long en plus. Donc, j'étais trop contente. Moi, c'est genre le rêve qui se réalise. On a tous envie de... On a tous hâte de travailler sur notre premier long métrage et du coup j'arrive là-dessus et là le plastique, le machin et tout et je me suis dit mais waouh, l'acteur principal qui pète un plomb parce qu'il se fait ramener avec la voiture de jeu et pas avec une voiture assez stylée, donc je me suis dit oulala et du coup ouais vraiment moi ça m'a fait un peu redescendre de mon petit nuage et comme moi dans ma vie perso j'étais ultra engagée, je me voyais pas me dire toute ma punaise, vie. je fais des efforts tout le temps dans ma vie perso et ça voudrait dire qu'au moment où j'arrive au travail, il faudrait que j'arrête tous les efforts que je fais personnellement. Et en fait, je me suis dit, bah non, j'ai pas envie. Et du coup, je me suis renseignée parce que je me suis dit, quand même, on est dans le cinéma, il doit y avoir des gens aussi qui pensent qu'il y a un problème. C'est comme ça que j'ai trouvé EcoProd. Donc, ils m'ont pris en service civique. Et comme je suis technicienne, je me voyais pas du tout passer un an dans des bureaux. Moi, je me disais, mais il faut que je tourne, quoi. Et donc, je me suis dit, faire un making-of d'un tournage éco-produit, ça peut être une bonne idée parce qu'il n'y avait pas encore d'image. Et les contacts, la chance fait que mon coloc est le monteur de la boîte de production EBIM qui a produit l'effondrement. Du coup, il me dit, bah, tu sais pas quoi, on va produire l'effondrement des parasites. Bah, on est dans le réseau encore, hein, comme tout à l'heure. Voilà, on est dans le réseau encore. Et du coup, je vais voir le producteur et les colocs et tout. Souvent des histoires de colocs dans ce métier. Souvent, mettez-vous en coloc avec des intermittents. Et du coup, je vais voir le producteur et je lui dis, qu'est-ce que t'en dis que EcoProd, on fasse un making-of du tournage de l'effondrement et vous faites le tournage en éco-production. Il me dit, ok, bah tu veux pas t'en occuper? J'ai jamais fait ça, mais ouais, d'accord. et donc j'ai été prise sur le tournage de l'effondrement. Donc le lundi, mardi, mercredi, j'étais dans les bureaux du CNC pour travailler avec EcoProd. Et le jeudi et le vendredi, j'étais dans les bureaux de la boîte de prod où j'ai été chargée de production responsable. On m'a donné ce titre-là vu que le métier n'existe pas encore dans les conventions collectives. Ça va changer, ça, j'espère. Ah bah oui, nous on est en train de dire au CNC que c'est nécessaire de le créer ce poste parce que c'est hyper important au début qu'il y ait une personne qui soit dédiée à ça parce que c'est une surcharge de travail pour les chefs de poste. Bien sûr. Donc c'est le chargé d'éco-production qui prend en charge cette charge de travail en plus. Il est beau en plus ce titre, chargé EcoProd, c'est bien. Ouais, il est stylé, ouais. Chargé de production responsable, chargé d'éco-production, on n'a pas choisi encore. Et donc la prépa arrive, on met un plan d'action où je vais faire une réunion avec chaque chef de poste pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils peuvent pas faire.
parce qu'on a quand même des contraintes techniques, budgétaires, on tourne en plan séquence, il y a plein de trucs. Alors oui, la série, je vais parler de la série. Non, tout est intéressant, on écoute. Je peux très vite m'éparpiller. non, pour l'instant j'écoute, tout va bien, on entend. On installe le truc. Super. La série Les Fondrements. La série du coup, qui est réalisée par un collectif de réalisateurs qui s'appelle Les Parasites, qui sont des personnes hyper inspirantes. Pour ceux qui connaissent pas, je vous conseille vraiment d'aller sur YouTube et regarder leurs courts-métrages. Ils ont fait plein de 48 heures, enfin vraiment je les adore. Nouvelle génération. Ouais, c'est ça, exactement. Et du coup, c'est une série de 8 épisodes en plan séquence. Donc, il y a 4 vrais plans séquences et il y en a 4 qui sont trichés. À vous de découvrir lesquels sont vrais et lesquels sont trichés. Des épisodes de combien de temps? Et des épisodes qui font 15 à 20 minutes à peu donc près. Des plans séquences, des sacrés plans séquences. Ouais. Des sacrés plans séquences. Et le pitch, du coup, c'est aujourd'hui en France, du jour au lendemain, on n'a plus de pétrole. Qu'est-ce qui se passe? Et du coup, on voit des gens évoluer à J+1, J+10, J+50 l'effondrement. Et c'est des gens qui viennent de générations différentes, de milieux sociaux différents. Et ils ont voulu traiter ça pour voir qu'est-ce qui se passerait en France, chez les riches, chez les pauvres, chez les jeunes, chez les moins jeunes, si du jour au lendemain, on n'avait plus de pétrole. Donc c'est quand même anxiogène, la série. C'est un peu un mode un peu Black Mirror, quoi. On en ressort un peu dépité. C'est de l'anticipation, bien sûr. Et du coup, on a voulu faire une éco-production, making-of éco-prod, pour un peu contrecarrer ce côté hyper anxiogène et pour dire, ok, on parle d'un truc hyper grave, l'effondrement, on a tous peur que ça arrive, mais regardez, derrière, il y a des solutions pour peut-être éviter ça ou au moins amortir la chute. Et du coup, un tournage éco-produit, quoi. Allez, on regarde. Regardez. Pour nous, amortir l'effondrement revient à changer la façon dont on conçoit la société. Et donc, fort de cette réflexion-là, on s'est dit comment on peut produire cette série autrement. Concrètement, il s'agit de réduire d'un côté l'impact écologique du tournage, de l'autre côté, d'améliorer l'impact social. Avec dans l'idée de fournir des premières pistes de réflexion aux questions que la série va soulever. L'effondrement est un projet un peu atypique parce qu'en plus, on avait pour mission de développer quelque chose qu'on appelle l'éco-production. Donc l'éco-production en France, c'est voir comment on peut faire évoluer la production vers des méthodes et des techniques un peu plus responsables vis-à-vis de l'environnement. On a réfléchi tous ensemble quel plan d'action mettre en place par rapport à nos contraintes budgétaires, aux contraintes techniques. On a pesé nos déchets, on a calculé le nombre de pages qu'on imprimait, on a calculé le nombre de kilomètres qu'on faisait aussi. Ça permet du coup de mettre des chiffres en face et de se rendre compte de la réalité. Le corps de métier qui pollue le plus sur un tournage, ça va être la régie et plus particulièrement le transport. Donc on a mutualisé les déplacements, on avait beaucoup de minibus. Les réalisateurs, je sais, voulaient une régie 100% végétarienne. C'est pour ça que sur l'effondrement, on a beaucoup privilégié du vrac, du bio, du local, de saison. Par rapport à un tournage classique, l'effondrement, ça a été une économie de plus de 5500 bouteilles d'eau individuelles, ce qui a baissé notre impact carbone sur le tournage. On est sur un tournage éco-responsable, donc on essaie d'éviter le plus d'emballage plastique, donc on passe au vrac. Sur ce film, du coup, on travaille avec Day by Day, donc ils nous ont fourni des pommes séchées, du chocolat, des fruits secs, voilà, et nous on les met juste dans des contenants en verre parce que c'est mieux que le plastique. On a des solutions éprouvées qu'on utilisait, qu'on n'a pas remises en question, mais l'éco-production nous a permis, je pense à tous les postes, de justement revoir sa copie pour, au final, parfois gagner en efficacité. On y est, t'as perdu, tu donnes. Non, c'était juste un pari en l'air. Non, t'emballes pas. Si on a voulu produire l'effondrement à la base, c'est surtout parce que c'était finalement le cri d'alerte de toute une génération vis-à-vis d'une situation qui ne semblait pas aller en s'améliorant. Nous, en tant qu'humains, avant d'être producteurs, on est extrêmement concernés par le sujet. Et donc, c'était en fait une évidence, presque une nécessité de produire cette série. À l'image du scientifique qui passe son coup de gueule à l'antenne, c'est notre coup de gueule à nous pour dire « Mais regardez, en fait, aujourd'hui, il y a des tas de gens qui essayent de nous prévenir. C'est-à-dire, on a tous les scientifiques qui nous disent « On va pas dans la bonne direction et il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. » Et malgré tous ces gens qui poussent des cris d'alerte, tous ces lanceurs d'alerte, ça bouge pas assez vite face à l'urgence en fait dans laquelle on est. Si on arrive avec cette série à ce que les gens se prennent une claque avant la vraie claque, peut-être qu'on arrivera à se préparer un peu mieux. Pleurez pas, hein.
C'est lui le colloque. Bravo pour ce petit film. Merci, Pauline. Ça fait envie, hein? Ça fait envie, ça marche bien. Alors c'est intéressant, on voyait le régisseur général là, dans le documentaire qui en parlait. Ouais. Est-ce qu'on arrive à budgéter ça en termes d'économie? Est-ce que vous avez pu en tirer une conclusion sur est-ce qu'on a fait des économies ou est-ce qu'on a réduit? Alors on a compris sur le café par exemple. Alors on a fait des économies, mais ça a quand même coûté un peu plus à la production de faire un tournage en écoprod. Mais par contre, ça a apporté vraiment un plus d'âme à la série. Et vraiment, on l'a vu, la médiatisation qu'il y a eu autour de l'écoproduction, ça a tellement attiré de gens. Enfin, plein de journalistes qui venaient faire des articles sur le fait qu'on ait fait un tournage écoproduit. Même les réalisateurs, ils en ont un peu marre qu'on leur parle d'écoproduction. On parle plus du film, on parle que de ça maintenant. Même les réalisateurs, ils en ont un peu marre. Mais oui, franchement, ça a beaucoup aidé même la boîte de prod, à mon avis, qui se fait rappeler parce que voilà, on a été un projet un peu expérimental où on a testé plein de trucs. Il y a des choses qui ont marché, d'autres un peu moins. Mais c'est vrai que ça apporte une plus-value au projet. Et puis, on va pas se le cacher, maintenant, c'est à la mode de faire de l'écologie et du green. Et du coup, c'est hyper bien vu. Donc, ça a quand même coûté de l'argent à la prod, mais tout ce que ça lui a rapporté au niveau de son image, l'image de la série, etc., ça a eu beaucoup d'impact. Ouais. Vous avez pu vous servir d'exemples de boîtes de prod étrangères? Il y a des bons élèves dans ce domaine-là ailleurs qu'en France? Ouais, alors nous, EcoProd, on fait partie d'un projet européen qui s'appelle le Green Screen Interreg, où il y a d'autres pays, du coup. Il y a l'Angleterre, il y a l'Espagne, il y a la Pologne, il y a la Belgique, il y a la Flandre, pardon. Je ne sais plus trop. Après, enfin, il y a plein de pays. Puis aux États-Unis, ils sont ultra écoprod à Hollywood. On ne le sait pas parce qu'ils ne communiquent pas là-dessus, puisqu'ils ne voient pas l'intérêt de communiquer là-dessus, peut-être parce qu'ils sont climato-sceptiques. Mais non, aux États-Unis, il y a des éco-managers un peu partout, dans les studios hollywoodiens, mais parce qu'en Californie, le cinéma, c'est la deuxième industrie la plus polluante après le transport. Donc, par exemple, The Amazing Spider-Man 2, c'est le film qui a été le plus éco-produit sur Terre, mais on le sait pas. C'est de l'ordre de... Et eux, ils font des économies de l'ordre de 200 000 à 300 000 $ sur des films comme ça, mais parce que eux, en fait, ils sont quasiment obligés de faire de l'éco-production, parce que sinon, ils sont taxés, parce que sinon, ils perdent 200 300 000 $. Enfin, eux, c'est complètement dans leur intérêt de faire ça. Après... Il y a des pénalités. Exactement. Après, nous, en France, on a plus poussé, par contre, l'éco-production dans la question du récit. Là, par exemple, ce soir, je vais à l'ouverture d'un truc qui s'appelle la Fabrique des récits, qui a été créé par le mouvement On est prêt. J'imagine qu'il y a beaucoup de jeunes qui connaissent. Bien sûr, sur Instagram notamment. Voilà, et du coup, ils ont créé, avec des scientifiques, toute une base de données pour des scénaristes et des réalisateurs, une base de données scientifique pour pouvoir écrire et réaliser des films à impact positif qui se basent sur des vrais faits scientifiques, etc. Donc en France, en plus, on intègre l'éco-production dès le récit, en fait. Des éco-gestes. Moi, j'en peux plus de voir des acteurs jeter leur clope par terre. Si c'est le méchant, ok, tu vois, c'est logique. Ouais. Si ton personnage, t'as envie que ce soit un salaud de pollueur, c'est trop bien de lui faire jeter sa cigarette par terre. Mais sinon, si c'est une personne lambda... pourquoi lui faire jeter sa clope par terre, par exemple? Enfin, il y a plein de petits trucs comme ça dans les films, mais c'est de l'ordre de l'inconscient. On le capte pas forcément, mais à force de le faire, de le voir, les gens, ils l'intégreront. Il y a d'autres trucs du style... est-ce que ça, ta scène, tu veux nécessairement la tourner de nuit? Parce que forcément, quand tu tournes ta scène de nuit, ça veut dire éclairer plus. La production, ça lui coûte plus cher. Parce qu'il faut payer les gens de nuit, c'est du stress au travail. Enfin voilà, l'éco-production, ça se pense dès l'écriture. Et là, en ce moment, il y a énormément d'appels à projets qui sortent sur des récits plus positifs et tout. Les chaînes de télé, elles cherchent justement... Parce qu'en fait, même le public, il en a marre de voir des trucs hyper anxiogènes. On sait tous comment on va survivre à une attaque de zombies, on est d'accord. On a tous vu des films sur la fin du monde, les zombies. On sait tous comment on va faire. Par contre,
un monde de demain positif où tous les humains s'aiment. Bon, c'est très bisounours, c'est très mimi dit comme ça, mais on n'a pas ces imaginaires positifs-là, et on le sait que... Sauf dans la pub. Sauf dans la pub, et encore, mais oui, sauf dans la pub. Et du coup, on encourage vraiment les scénaristes à se lancer dans ce genre de projets, de films, et c'est très demandé par les chaînes de télévision, les financeurs, les distributeurs. Donc si vous avez des idées de films avec des happy endings et qu'on vous dit oh mais on s'en fout du happy, allez-y, foncez, parce que vraiment les gens le demandent, ils en ont marre de regarder des films à la fenêtre. Comme ça. J'aimerais bien faire parler Anne-Laure Jouanne et Marie Rateau, donc de l'ALCA et du bureau d'accueil des tournages de Gironde, parce qu'on le voit avec ce que vient de dire Pauline Gilles, les lignes bougent, Anne-Laure. Ça bouge aussi dans un exemple comme l'ALCA et la Nouvelle-Aquitaine. Alors nous, c'est une réflexion qu'on a envie de mener très clairement, que notre direction a envie de mener. Bon, voilà, très clairement, on en est vraiment au début. Oui, il faut bien démarrer. Bien sûr. Donc nous, ça nous intéresse énormément justement d'assister à des tables rondes comme celle-ci. L'idée première, je pense, c'est peut-être déjà d'essayer de sensibiliser, alors peut-être les villes aussi, pour qu'elles soient facilitatrices en termes de tri sur les tournages, etc. Et après, de sensibiliser nos techniciens locaux. Donc ça, Marie l'avait fait. Nous, on avait été partenaire d'une journée destinée à des techniciens. On avait fait venir une personne de la commission du film de Bruxelles. C'est vrai qu'ils sont très engagés. Non, je me souviens plus. Donc voilà, l'idée c'était de commencer à sensibiliser un petit peu avec des retours d'expérience comme ceux de Pauline. Donc des équipes techniques venues de Alors il y avait des directeurs de production. Alors il y avait une personne de la commission du film de Bruxelles, parce que c'est vrai que la commission du film est extrêmement impliquée. Voilà, ils sont très en avance. Donc voilà, pour nous c'est des vrais exemples à suivre. Donc voilà, après il y aura aussi un travail à faire, je pense, d'identification de partenaires, de prestataires entre guillemets, qui pourraient être labellisés éco-production, comme des cantines végétariennes, etc. Donc il y a un gros travail à faire, mais sur lequel nous on a envie de mener la réflexion concrètement. Et Marie Rateau, donc ça s'est passé dans les bureaux de tournage de Gironde ? C'était la maison éco-citoyenne. À la maison éco-citoyenne, voilà. donc en plein cœur de Bordeaux, à côté du pont de Pierre. Là, vous voyez, il y a une maison que vous voyez peut-être, et ben c'est là. Donc, il y a souvent des ateliers autour de ça à Bordeaux. Voilà, exactement. Ça appartient à la métropole, je crois. Ça appartient à la métropole, exactement. Et donc il y avait un chef d'éco qui était présent, un régisseur général, et donc qui ont pu parler de leurs expériences dans l'éco-production en fait, et de comment arriver à mettre en place en fait des bonnes pratiques pour aller dans ce sens-là en fait. Alors rien que le fait de convoquer des régisseurs, des machinistes, des techniciens, ils ont répondu présent déjà ? Ils ont répondu présent. Après, les intermittents travaillent et on ne sait jamais quand est-ce qu'ils travaillent. Donc, c'est toujours compliqué de les mobiliser en avance. Voilà. On est d'accord. Mais il y avait quand même du monde. Mais je pense que c'est des choses qu'il faut faire très régulièrement, en fait. Il faut jamais lâcher, en fait. Ce n'est pas un one-shot, en fait. Et oui. Il faut recommencer ce genre de débat, en fait, et de présentation. Comme aujourd'hui avec Pauline. Comme aujourd'hui, exactement. Ne serait-ce que de le faire une fois, peut-être que ce jour-là, les professionnels présents ont changé une habitude dans leur façon de travailler. Il y a un machiniste qui était là tout à l'heure à table ronde, Benoît de Conchat. Ça serait intéressant, ça fait presque 20 ans que vous bossez dans le métier. Ça vous évoque quoi tout ça ? Parce ce que dit Pauline, c'est du bon sens, c'est à l'image de notre époque. Mais j'imagine que vous avez côtoyé parfois des tournages, c'était pas aussi clean et c'est pas encore gagné, les mentalités. C'était pas aussi clean, ça c'est sûr. Moi je suis très content qu'aujourd'hui il y ait de l'éco-prod sur les tournages. Ouais. Franchement c'est une habitude à prendre, clairement. Maintenant il y a une cohérence à trouver là-dedans entre justement l'aspect création et l'aspect écologique. Donc c'est là-dessus qu'il y a une cohérence, effectivement. En fait, ça demande beaucoup de communication entre les gens, simplement, de se parler, de dire ok, est-ce que tu as besoin d'une gourde ? Ok, est-ce que tu manges vegan ? Est-ce que tu manges ci ? Est-ce que tu manges ça ? Parce que obliger les gens à manger végétarien s'ils n'ont pas envie, ça peut être problématique. Ouais. Je n'ai rien contre le véganisme ou autre, étant moi-même vegan, mais voilà, c'est juste à harmoniser et à se parler. Voilà.
Non, mais c'est intéressant. Et alors, vous qui êtes tout le temps sur les tournages, vous sentez qu'on parlait de mentalité, parce que c'est vrai que Pauline dit aussi que derrière, il y a l'humain, le stress, la façon dont de préparer un tournage et d'être un peu plus en harmonie, on va dire. Est-ce que ça, c'est des notions un peu qui arrivent un peu sur des Alors, plateaux? sur les notions de l'humain, oui. Moi, j'ai vu la différence sur 20 ans. Et, de la manière dont on se parle déjà, de la manière dont on se traite les uns les autres. Ça a beaucoup changé. Là, sur les 5 dernières années, je peux dire que les nouvelles équipes dans lesquelles je me suis intégré, clairement, l'humain est au centre. Voilà. C'est très important. Ouais. C'est très important parce qu'il y a les conditions qui vont avec aussi. Ouais, bien sûr. Voilà. Il est certain que quand on commence dans ce métier, c'est bien d'implanter tout de suite ces habitudes-là, parce que généralement on commence sur des petits projets. Ces petits projets-là, forcément, ils peuvent créer de la tension, parce que on multiplie les heures, on multiplie la fatigue, et donc il y a un moment ça frictionne, quoi. Voilà. Là, si dès le départ on arrive à prendre des habitudes comme ça, où on est là pour s'épauler les uns les autres, c'est plutôt pas mal. Après, je voulais juste revenir sur le fait de présenter un petit peu aux techniciens ces méthodes EcoProd. À mon humble avis, c'est quelque chose qu'il faut faire par corps de métier, je pense. Voilà. Je sais que dans un premier temps, ça va beaucoup intéresser les régisseurs et ça va beaucoup intéresser la déco. Après, voilà, par exemple, le staff HMC, on en parle peu, mais j'imagine qu'eux aussi, comme beaucoup d'entre nous, ils polluent. Nous, en machinerie, évidemment, on pollue beaucoup. Et pour revenir aussi sur le stress, par exemple, quand on est sur un tournage, quand on est dans une situation de stress, de speed, il faut quelque chose tout de suite, maintenant. Il est clair que l'écologie ne va pas être notre première priorité. Il est clair. Notre première priorité, c'est de satisfaire Que ça Dieu, marche. c'est de satisfaire le réalisateur, le chef-op. Voilà, c'est notre Dieu à nous pour la journée, on va dire. Ouais, mais donc c'est voilà, intéressant, hein. c'est ça. C'est quand on fait des accroches voitures, par exemple, clairement, le gaffeur, je ne peux pas le remplacer. Je peux essayer le permacel, je peux essayer tout ce que je veux, c'est gaffeur. Oui, peut-être un gaffeur de Londres. Alors peut-être un gaffeur londonien sera meilleur, j'en sais rien. Écolo, à tester avec plaisir. Merci Benoît. On va récupérer le micro pour Pauline, mais c'est intéressant aussi, hein, par corps de métier. Hein, on est d'accord que ça, c'est quelque chose qu'à EcoProd que vous avez intégré? Ah oui, on a fait des guides. Guide de la lumière, guide du workflow, guide du HMC, guide de la régie. Et oui, pour nous, c'est hyper important que tous les métiers fassent de l'éco-production. Il n'y en a pas qui doivent en faire et d'autres qui ne doivent pas en faire. Tout ça, c'est vraiment, oui, il faut qu'il y ait une harmonie parce que s'il y en a qui en font, si c'est tout le temps les mêmes qui font, c'est pas possible, quoi. Faut que tout le monde soit dans cette même synergie-là. Bien évidemment, il y a des métiers plus polluants que d'autres. C'est clair que la régie va beaucoup plus polluer que le son, par exemple. Mais même au son, il y a des petits gestes à faire. Et puis, le son, au final, il se retrouve quand même à la régie. Et la régie se retrouve quand même à gérer les déchets du HMC. Bien sûr. On le sait qu'un tournage, ça marche parce que c'est toute une équipe qui fonctionne ensemble. Et s'il y en a un qui court plus vite que l'autre, et ben forcément, les gens ils vont pas arriver à suivre derrière et ça va pas marcher. Donc oui, c'est hyper important que chaque métier ait ses actions propres à lui à mettre en place et qu'on fasse se parler les techniciens entre eux pour qu'ils puissent échanger des pratiques, réfléchir ensemble à de nouvelles solutions. Parce que parfois, il y en a, ça fait 20 ans qu'ils travaillent de cette façon, mais parce qu'on leur a toujours appris à travailler comme ça. Et donc, de se faire soi-même la réflexion de « mais attends, on m'a appris à travailler comme ça, est-ce que peut-être il n'y aurait pas une autre alternative qui serait plus écologique et meilleure pour moi ?» Et c'est vrai que ce déclic-là, il est difficile à faire. Plus écologique et meilleur pour moi, en plus. C'est intéressant. Ah non, mais oui, vraiment. Ça, c'est un argument vraiment... souvent, l'éco-production, la plupart des gens, ils pensent direct, genre la nature, les animaux, tout ça. Mais en fait, non, c'est vraiment l'humain, quoi. D'abord, la planète, elle s'en sortira très bien sans nous. Nous, si on fait de l'éco-production, c'est pour éviter justement que nous, les humains, dans quelques années, on soit dans la mouise, pour rester très poli. Et du coup, c'est vraiment remettre l'humain au centre du travail, faire en sorte qu'il ait moins de stress, qu'on agrandisse les temps de prépa. Vraiment humaniser encore plus le secteur, je pense... on en a tous besoin, on en a tous envie. Voilà, on est dans une période même sociétale où on a tous besoin de se serrer les coudes, de faire évoluer les mentalités, etc.
Et nous, dans le cinéma, on est une grande famille. On s'aime tous beaucoup. Non, mais c'est vrai, on est une grande famille. Et je pense que ça fera que resserrer le milieu que de faire de l'éco-production, quoi. Sur l'effondrement, justement, Ouais. est-ce que, parce que voilà, l'aventure a été tournée, on voit un making-of, est-ce que cette façon de travailler un peu différemment a changé un peu? Est-ce que vous l'avez ressenti? Comment était le climat? Ah ouais. Comment était le fonctionnement de travail? C'était le tournage de l'amour. non, mais vraiment, sans vouloir être trop... voilà, mais ça a apporté un supplément d'âme au projet. Les techniciens étaient hyper fiers, en dehors du tournage, quand ils parlaient avec d'autres écos, de dire « Ah ben tu sais quoi, nous on fait un tournage en éco-prod, on fait attention à notre impact, tout ça ». C'est hyper enrichissant personnellement, en fait. On donne du sens à ce qu'on fait, on donne du sens à son métier, donc au fond on est hyper fiers d'avoir fait ça et de se dire ah ben là je sais que mon impact il est beaucoup plus positif, que la production a fait attention à moi, à ma santé, etc. Donc ouais, grave, ça a vraiment apporté à tous les techniciens. Et le régisseur général maintenant il refuse des projets parce qu'ils veulent pas le faire en éco-prod. Et il a refusé des tournages américains, enfin des trucs de fou, quoi. Et parce qu'il se dit, moi, je ne veux plus travailler hors éco-production. Et moi, je trouve ça génial. Bon, après, lui, il peut se permettre de refuser des projets. Faites pas ça si vous gagnez pas déjà d'argent, tu vois. Mais lui, il peut se permettre de le faire et c'est trop bien. Et je trouve ça cool qu'il y ait des gens qui s'engagent autant et quitte à boycotter certains projets. Je trouve que c'est exemplaire. C'est dommage, il faut qu'il se fasse contacter par la prod de Spider-Man. Grave. Il imposera peut-être une tenue verte de Spider-Man. Une Frenchie tenue verte aux USA. Et pas rouge. Alors très clairement, là, dans une mesure très concrète, 2024, a priori, le diesel... Ouais. C'est un peu le début de la fin en France en tout cas et un peu partout. Tournage, camion diesel, c'est un des nerfs de la guerre. Ouais. Quasiment tous les tournages. Là-dessus, encore beaucoup de mystères. On est encore dans le flou là-dessus. Ouais, ça va être... c'est un énorme chantier là, qui est en train de se faire entre les loueurs, les mairies, les prestataires, etc. Parce que les mairies et tout ça ont de nouvelles préconisations, sauf qu'en fait, il n'y a pas les solutions, quoi. Les loueurs, on leur dit que 2024, plus de diesel, mais du coup, on fait comment pour nos camions ? Enfin, vraiment, il y a un gros problème et c'est là qu'on voit que c'est très gros parce que du coup, ça rejoint tellement plusieurs industries différentes qui ne font pas forcément partie du milieu du cinéma. Et c'est gros. Et en plus de l'interdiction du diesel en 2024, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en 2030, le pétrole, rien que le pétrole, ça va coûter tellement cher qu'il y a plein d'industries qui vont devoir s'en passer, en fait. Et nous, en fait, EcoProd, là, notre objectif, c'est de faire en sorte qu'en 2030, on puisse continuer à faire des films. C'est demain, hein, c'est dans 9 ans. 2030, c'est demain, quoi. Et je veux pas casser l'ambiance en disant ça, mais c'est vrai. Nous, on a plein d'experts qui travaillent pour CNRS, CNC et tout. Ils nous le disent, on va arriver à un mur énergétique, quoi. En 2030, ça va être le mur énergétique du pétrole. Et là, on a 10 ans pour trouver une solution. Rien que ça. Ouais, voilà. C'est rien du tout. Donc ça fait peur un peu, mais il faut pas se démotiver, il faut rester positif. Et c'est avec ce dynamisme-là, cette colère même, parce qu'il faut être en colère, je pense quand même un peu, c'est important. C'est sûr. Faut toujours être L'effondrement, quelques scènes ont été tournées à Montpellier. Ouais. La plupart des autres scènes, quelques-unes dans Paris où on voit le plateau télé, c'est le plateau de Cyril Hanouna. C'est ça, ouais. Et le reste, c'est la vallée de Chevreuse, c'est tout autour de Paris. Tout autour de Paris. Comment vous avez fait camion? Alors, déjà, de base, on a réduit au max tout ce qu'on... Moi, j'ai dit au chef de poste, réfléchis bien à ce que tu veux prendre pour éviter justement des choses inutiles, apprendre des choses inutiles. Après, bon, vous avez vu, c'est un plan séquence à l'épaule, donc niveau machinerie, c'est pas ouf. Le plus gros truc qu'on avait, c'était une dolly, quoi, donc ça va, ça demande pas des camions énormes. Donc toute la technique, elle était dans un seul même camion, donc lumière, son, caméra, un camion déco, un camion régie, et c'était même pas des camions, c'était des 20 mètres cubes. Il n'y a qu'une fois où on a eu... Si, promis juré, je mens pas. Ouais, mais pas pour...
Pas pour tout. Oui, mais forcément. Un petit peu de surcharge. Tant pis. La Tant pis, c'est réalité fait, c'est trop des tard. métiers, voilà. Non, bien sûr, en Il y effet. a eu un tournage où Attention on à a eu la des poids lourds, c'est législation, celui de ouais, la bien sûr. centrale nucléaire, mais parce que là, il y avait énormément de lumière, il y avait les lumières de chantier, comme c'était le tournage de nuit, là, on avait énormément de lumière. Mais sinon, comme on tournait de jour et qu'on était en plan séquence, tu peux pas tant éclairer que ça, parfois, parce que le plan séquence fait que, voilà. Donc, tourner en plan séquence, déjà, c'est un peu plus écolo. Et oui. Ouais, au final. Et du coup, on a eu que ça comme camion. Et après, sinon, le producteur, il avait négocié direct dans le contrat avec les agents des acteurs que les acteurs n'avaient pas le droit de venir en chauffeur personnel, n'avaient pas le droit d'avoir de loge. Et tout ça, ça a été négocié en fait avec les agents des acteurs. Et on n'a pas, il n'y a pas que des petits acteurs quoi, dans la série. Il y a quand même des Audrey Fleurot, Thibaut Montalembert, Philippe Rebaud. Et ils ont hyper bien joué le jeu. Et du coup, nous, on était ravis. Et tous les techniciens, après, on se trimbalait à minibus. Donc c'était très rigolo parce que on donnait des rendez-vous de pick-up. Et puis, on était avec tous nos minibus et notre équipe ultra jeune qui doit avoir une moyenne d'âge de 30 ans. Puis tu as Audrey Fleurot qui arrive comme ça, qui fait « Mais c'est la colo, quoi !» mais du coup, ça humanise encore plus. Nous, en plus, c'était particulier, le tournage, vu que c'était un plan séquence, on avait un jour de prépa, répétition, et le lendemain, on tournait, quoi. Donc, chaque épisode, c'est 2 jours, au final, de prépa tournage. Donc, les acteurs, ils n'ont pas le temps de s'intégrer à l'équipe technique en 2 jours de tournage. Et le fait de prendre des minibus et parfois du coup avec les techniciens. Moi je conduisais un minibus, il y avait Thibaut Montalembert à côté de moi qui était assis à côté du stagiaire caméra quoi. Enfin c'est des trucs qu'on voit jamais normalement dans le cinéma. Et là du coup encore une fois ça a humanisé encore plus le projet quoi et ça je trouve ça génial. On a peut-être instauré de bien mauvaises habitudes aussi depuis des années. C'est peut-être pas un hasard aussi si les lignes bougent aussi à l'Académie des Césars. Exactement. Je dis ça, je dis rien. Vous avez remarqué, ça fait plus d'1 heure que je la fais parler et elle en a des choses à dire. On vous donne un peu la parole. Est-ce qu'il y en a qui veulent réagir, poser une question? Pauline Gilles. Bravo, merci. La conversation continue évidemment cet après-midi et toute la journée. Merci beaucoup. Ainsi s'achève cette conférence sur l'éco-responsabilité que nous avons eu le plaisir de vous présenter. Merci et à bientôt. Cette écoute vous a été proposée par 3IS, a été réalisée par Manon P. Debosc avec les voix de Manon P. Debosc et Tanguy Le Breton.